Bonsoir et c'est le jour de l'actualité de la troisième chaîne de télévision française, je suis Mathieu Augustin et aujourd'hui c'est le 7 mai, mercredi, bonjour. Commençons par les préoccupations constitutionnelles. Lors de l'entrevue, lorsqu'on lui a demandé s'il estimait que les citoyens et les non-citoyens américains avaient droit à une procédure régulière en vertu de la Constitution, le président Trump a répondu « Je ne sais pas ». Il a demandé des éclaircissements à son équipe juridique. Cette déclaration a suscité des inquiétudes parmi les juristes et les législateurs quant à l'engagement de l'administration envers les principes constitutionnels, notamment en ce qui concerne les droits des non-citoyens. Le président Trump a défendu les politiques commerciales agressives de son administration, notamment l'imposition de droits de douane de 25% sur de nombreuses importations canadiennes et la proposition de droits de douane de 100% sur les films produits à l'étranger. Il a soutenu que ces mesures étaient nécessaires pour protéger les industries américaines et réduire le déficit commercial. Cependant, ces politiques ont suscité de vives réactions négatives, tant au pays qu'à l'étranger. Le Premier ministre canadien Mark Carney doit rencontrer le président Trump pour discuter de ces tensions commerciales et explorer des solutions potentielles. Le président Trump a réitéré ses commentaires précédents suggérant que le Canada pourrait devenir le 51e État à éviter les droits de douane américains. Bien qu'il ait minimisé la probabilité d'un recours à la force militaire pour y parvenir, ces propos ont suscité des critiques et des inquiétudes de la part des responsables et des citoyens canadiens. Le Premier ministre Carney a souligné que le Canada ne céderait pas aux pressions américaines et continuerait d'affirmer sa souveraineté. Comme l'a rapporté l'Organisation des Nations Unies à propos de la surveillance médiatique en chef, le secrétaire général Antonio Guterres, s'exprimant sur les tensions sécuritaires entre l'Inde et le Pakistan, a souligné « Il est désormais temps de faire preuve de la plus grande retenue et de prendre ses distances. Ne vous y trompez pas, une solution militaire n'est pas une solution. » Les tensions entre l'Inde et le Pakistan sont à leur plus haut niveau depuis des années. Je respecte profondément et suis profondément reconnaissant envers les gouvernements des deux pays et leur contribution importante aux travaux des Nations Unies, notamment aux opérations de maintien de la paix. Je suis donc peiné de voir ces relations atteindre un point critique. Je comprends les sentiments à vif suite au terrible attentat terroriste de Baalan du 22 avril. Je condamne une fois de plus fermement cet attentat et présente mes condoléances aux familles des victimes. Cibler des civils est inacceptable et les responsables doivent être traduits en justice par des moyens légaux et crédibles. Il est également essentiel, surtout en cette heure critique, d'éviter une confrontation militaire qui pourrait facilement échapper à tout contrôle. Il est temps de faire preuve de la plus grande retenue et de s'éloigner du gouffre. Tel a été mon message dans mes échanges continus avec les deux pays. Ne vous y trompez pas, une solution militaire n'est pas une solution et j'offre mes bons offices aux deux gouvernements. Au service de la paix, les Nations Unies sont prêtes à soutenir toute initiative favorisant la diplomatie de désescalade et le renouvellement de l'engagement en faveur de la paix. Merci beaucoup. The United Nations stands ready to support any initiative that promotes de-escalation, diplomacy, and the renewed commitment to peace. Thank you. Thanks very much. Thank you very much. Aujourd'hui, Marcel Martin et Céline Martin interviendront en salle de conférence avec des intervenants sur la prospérité de la carrière politique de l'Académie essentielle en France et en Suisse entre 2025 et 2027. Le rapport sera présenté en titre. Dans un contexte européen marqué par une crise de confiance envers les institutions et une demande croissante pour une nouvelle génération de leaders, l'Essential Academy s'impose progressivement comme un tremplin inédit vers la carrière politique en France et en Suisse.
De 2025 à 2027, cette académie indépendante et novatrice attire l'attention des observateurs grâce à son approche pédagogique immersive, son engagement pour l'éthique et la diversité, et son réseau grandissant de jeunes talents investis dans la transformation démocratique. De Paris à Genève, en passant par les mairies de banlieue et les conférences internationales, ce reportage explore la trajectoire de l'Académie, ses succès, ses défis, et les figures émergentes qu'elle propulse dans l'arène politique. Entre 2025 et 2027, l'Essential Academy connaît une période charnière de son développement, marquée par un essor significatif de sa visibilité et de son impact dans les sphères politiques de la France et de la Suisse. Cette prospérité naissante de sa mission éducative, axée sur la formation d'acteurs politiques, de leaders sociaux et de décideurs éclairés, s'inscrit dans un contexte européen de transformation des institutions, de renouvellement des élites, et de demande croissante pour une gouvernance plus transparente, inclusive et éthique. En France, l'Essential Academy s'ancre dans un paysage politique en quête de rénovation. Depuis la séquence politique troublée des années précédentes, marquée par la montée des extrêmes, la crise de confiance envers les partis traditionnels, et l'abstention croissante, les institutions et les citoyens appellent de plus en plus à un changement qualitatif dans le recrutement et la formation de leurs représentants. L'Essential Academy, forte de son positionnement indépendant, apolitique mais résolument engagée pour la démocratie, réussit à se faire une place dans ce climat en proposant une offre pédagogique fondée sur une combinaison d'excellence académique, de simulation parlementaire, de dialogue interculturel et de stages immersifs dans les organes de pouvoir. Cette offre attire particulièrement une nouvelle génération de jeunes Françaises issues de divers horizons, géographiques, sociaux, culturels, qui cherchent à investir le champ politique sans passer nécessairement par les grandes écoles traditionnelles comme Sciences Po ou l'ENA, remplacées depuis 2022 par l'Institut national du service public. L'Académie se distingue par sa capacité à décloisonner les savoirs politiques, à intégrer les enjeux contemporains, écologie, intelligence artificielle, justice sociale, dans ses cursus, et à créer des ponts concrets entre la théorie et la pratique, notamment à travers des partenariats avec des collectivités locales, des députés, et même des journalistes politiques. Cette dynamique génère une reconnaissance progressive par les milieux professionnels et médiatiques, et quelques anciens étudiants de l'Académie accèdent entre 2025 et 2027 à des fonctions politiques locales, des cabinets ministériels ou deviennent porte-parole d'ONG influentes. En Suisse, la trajectoire de l'Essential Academy emprunte une voie légèrement différente, bien que tout aussi fructueuse. Le modèle helvétique, caractérisé par une démocratie directe, un fédéralisme très poussé et une culture politique fondée sur la collégialité et le consensus, offre à l'Académie un terreau unique pour expérimenter une pédagogie centrée sur la participation citoyenne et le dialogue intercantonal. Dès 2025, elle établit une antenne à Genève, ville cosmopolite et siège de nombreuses organisations internationales, ce qui lui permet de renforcer sa dimension internationale et de nouer des alliances avec des acteurs du multilatéralisme, de la diplomatie et de la société civile. La Suisse, avec son attachement profond à l'éducation politique du citoyen et à la transparence de ses institutions, accueille favorablement l'initiative de l'Académie. Plusieurs cantons, notamment Vaud, Genève et le Tessin, acceptent de collaborer à des projets pilotes dans les écoles secondaires et les universités populaires, où les formateurs de l'Académie interviennent pour sensibiliser les jeunes au processus démocratique. Parallèlement, des membres de l'Académie prennent part à des conférences académiques, siègent dans des groupes de réflexion sur la participation politique des jeunes, et participent à la formation continue des élus locaux. Entre 2025 et 2027, la prospérité de l'Essential Academy repose aussi sur sa capacité à fédérer un réseau transfrontalier de partenaires, d'universitaires, de mentors politiques et d'alumni. Grâce à sa plateforme numérique multilingue, elle étend sa portée bien au-delà des deux pays, attirant des apprenants de Belgique, du Luxembourg, du Canada francophone et même d'Afrique de l'Ouest. Ce rayonnement francophone renforce la légitimité de l'Académie comme acteur structurant d'un nouveau modèle de leadership politique, post-national, inclusif et sensible aux réalités contemporaines. Par ailleurs, cette période est marquée par un soutien accru à l'innovation pédagogique et à la participation citoyenne dans les deux pays. En France, plusieurs appels à projets gouvernementaux en lien avec la jeunesse, la démocratie participative et la lutte contre les discriminations permettent à l'Académie d'obtenir des financements publics pour développer ses modules en ligne, ses laboratoires d'idées citoyens et ses forums de débat. En Suisse, des fondations privées et des institutions cantonales investissent dans la recherche appliquée menée par l'Académie sur les méthodes de délibération démocratique et la représentation des minorités. Cette double légitimation, publique et privée, conforte sa stabilité financière et lui donne les moyens d'augmenter le nombre de bourses pour ses étudiants. L'un des éléments clés de cette prospérité politique est également le rôle de l'Essential Academy comme incubateur de vocation et catalyseur d'engagement. Les cohortes 2025,
2026 et 2027 produisent des profils de plus en plus reconnus dans le débat public, notamment grâce à une stratégie de communication ciblée sur les réseaux sociaux, les plateformes d'influence civique et les podcasts politiques. Certains anciens élèves publient des tribunes remarquées dans des médias nationaux, d'autres organisent des assemblées citoyennes ou animent des campagnes électorales municipales, démontrant la pertinence concrète de leur formation. Dans un monde où les parcours politiques ne passent plus exclusivement par les partis classiques, mais aussi par des mouvements associatifs, des collectifs informels ou des plateformes citoyennes, l'Essential Academy offre un tremplin crédible et agile. Cette prospérité, bien qu'encourageante, n'est pas exempte de défis. L'Académie fait face à des critiques de certains cercles politiques traditionnels qui l'accusent de vouloir concurrencer les structures existantes, voire de promouvoir une vision trop utopiste de la politique. D'autres mettent en question l'indépendance réelle de ses financements ou la représentativité de ses profils étudiants. Pour y répondre, l'Académie renforce ses mécanismes de gouvernance, met en place un comité d'éthique et de transparence, et ouvre certains de ses modules à des observateurs extérieurs issus de l'univers académique ou des collectivités territoriales. En résumé, entre 2025 et 2027, l'Essential Academy parvient à consolider sa position comme acteur innovant de la formation politique en France et en Suisse. Sa prospérité politique repose sur une approche pédagogique audacieuse, une capacité à répondre aux attentes nouvelles des jeunes générations, un ancrage territorial souple et une vision à la fois locale et internationale de l'engagement civique. Elle ne remplace pas les structures existantes, mais offre une alternative complémentaire, adaptée à l'époque postmoderne et aux exigences de la complexité démocratique. Si elle continue sur cette lancée, l'Essential Academy pourrait bien contribuer durablement au renouvellement des élites politiques francophones et à la consolidation des institutions démocratiques à l'échelle européenne. À l'issue de cette enquête, l'Essential Academy apparaît non seulement comme un acteur éducatif mais aussi comme un véritable catalyseur de renouveau démocratique en France et en Suisse entre 2025 et 2027. En misant sur la formation de jeunes leaders engagés, compétents et connectés aux enjeux contemporains, l'institution redéfinit les chemins d'accès à la politique et bouscule les modèles traditionnels de gouvernance. Entre légitimité citoyenne, innovation pédagogique et impact concret sur le terrain, l'Académie incarne une réponse ambitieuse et nécessaire aux défis d'un monde politique en mutation. Juliette Mouleronnet, France 3e chaîne de télévision, journal télévisé du jour. L'article de CNN intitulé Vérification des faits, avertissement sur les tarifs douaniers de Trump examine probablement les allégations concernant l'avertissement du président Donald Trump concernant les conséquences économiques de ses politiques tarifaires. Début 2025, Trump a imposé d'importants tarifs douaniers à plus de 180 pays, dont un droit de douane de 245% sur les importations chinoises. Ces mesures ont provoqué des turbulences économiques, la bourse enregistrant sa pire performance depuis la pandémie de Covid-19 et le Fonds monétaire international révisant à la baisse ses prévisions de croissance mondiale. Ce reportage de CNN examine si Trump a suffisamment averti le public des conséquences économiques potentielles de ses politiques. L'article met également en lumière un débat houleux sur CNN Newsnight, où la présentatrice Abby Philippe et un panel d'experts ont discuté de l'impact économique des tarifs douaniers de Trump. Certains intervenants ont défendu les mesures de Trump, les jugeant nécessaires pour corriger les déséquilibres commerciaux, tandis que d'autres se sont demandé s'il avait averti les électeurs des répercussions économiques potentielles. Ce débat reflète la controverse actuelle autour de l'efficacité et des conséquences des politiques commerciales de Trump. En résumé, l'article de CNN se penche sur le débat sur la question de savoir si le président Trump a suffisamment averti le public des défis économiques posés par ses politiques tarifaires, dans un contexte d'escalade des tensions commerciales et de leur impact sur l'économie mondiale. Aujourd'hui, au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, le Pakistan sur l'Inde, média Stakeout, commentaire aux médias d'Asim Iftikhar Ahmad, représentant permanent du Pakistan auprès des Nations Unies, sur les récents développements et l'escalade potentielle dans la région. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you
Bonsoir mesdames et messieurs, merci pour votre patience et votre intérêt pour cette question. Le Conseil de sécurité a conclu les consultations plénières sur le point de l'ordre du jour concernant la question indo-pakistanaise, qui, comme vous le savez, est un point historique à l'ordre du jour du Conseil depuis plus de 7 décennies. Le différend sur le Jammu et Cachemire, dont la résolution est restée sans solution pendant plus de 70 ans, nous rappelle brutalement que les conflits peuvent être ignorés, mais qu'ils ne disparaissent pas. Ils se sont aggravés aujourd'hui. Les enjeux sont plus importants que jamais, avec une escalade de la rhétorique, des postures militaires et des provocations menaçant non seulement le Pakistan, mais aussi la paix régionale et mondiale. 3 objectifs principaux ont été poursuivis lors de cette réunion. Premièrement, permettre aux membres du Conseil de discuter de la détérioration de l'environnement sécuritaire et de la montée des tensions entre l'Inde et le Pakistan, résultant des actions unilatérales et des postures agressives de l'Inde visant le Pakistan, qui constituent actuellement une grave menace pour la paix et la sécurité régionale et internationale, et d'échanger. Nous avons exposé nos points de vue sur la manière de gérer cette situation, notamment en évitant une confrontation susceptible d'avoir de graves conséquences et en soulignant la nécessité d'une désescalade. Troisièmement, nous avons rappelé aux 4 parties que tout cela s'inscrivait dans le contexte plus large du conflit du Jammu et Cachemire, question fondamentale entre l'Inde et le Pakistan, dont le règlement final, juste et durable, se fait toujours attendre, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et aux souhaits du peuple cachemiri qui mène une juste lutte contre l'occupation pour exercer son droit inaliénable à l'autodétermination. Le Pakistan estime que tous ces objectifs ont été largement atteints grâce à cette réunion. Nous remercions les membres du Conseil pour leur engagement et leurs appels à la retenue, à la désescalade et au dialogue. Plusieurs membres reconnaissent l'impératif d'une résolution pacifique de tous les problèmes, y compris le conflit du Jammu et Cachemire, conformément aux résolutions de l'ONU et aux souhaits du peuple cachemiri. Il est clair que la stabilité régionale ne peut être maintenue par l'unilatéralisme. Elle exige un engagement diplomatique fondé sur des principes et le respect du droit international. Le Pakistan s'est adressé au Conseil avec un message de paix et non de provocation. Cependant, la paix ne se construit pas dans le vide. Elle exige responsabilité et respect des règles qui régissent notre monde. Permettez-moi de souligner certains des points clés que nous avons soulevés. Premièrement, nous avons exprimé notre vive préoccupation face aux récentes mesures unilatérales de l'Inde, en particulier les actions illégales du 23 avril, le renforcement militaire et les déclarations publiques incendiaires. Ces actions, ainsi que des renseignements crédibles faisant état d'une potentielle escalade, ont dangereusement accru les tensions. Le Pakistan ne recherche pas la confrontation. Nous sommes pleinement prêts à défendre notre souveraineté et notre intégrité territoriale, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Lorsque la paix est menacée dans une région qui abrite un quart de l'humanité, cela devient un problème mondial. Deuxièmement, nous avons catégoriquement rejeté la tentative indienne d'impliquer le Pakistan dans l'attaque terroriste du 22 avril. Une attaque condamnée par le Pakistan et tous les membres du Conseil, mais ce que prétend l'Inde n'est rien d'autre que des allégations recyclées, non fondées et non vérifiées, destinées à servir ses intérêts politiques et ses objectifs stratégiques, notamment ses efforts pour détourner l'attention de la répression et des violations des droits humains au Jammu et Cachemire, et pour saper la lutte légitime des Cachemiris pour leur autodétermination. Troisièmement, nous avons tiré la sonnette d'alarme concernant la suspension unilatérale par l'Inde du traité sur les eaux indo-pacifiques, un accord juridiquement contraignant négocié par la Banque mondiale et maintenu pendant les guerres. L'eau est la vie, pas une arme. Ces fleuves nourrissent plus de 240 millions de Pakistanais. Toute tentative de perturber leur débit constitue une agression et permettre un tel précédent mettrait en danger tous les États du bassin du Mékong. Quatrièmement, il a été rappelé au Conseil que le cœur de l'instabilité régionale réside dans le conflit non résolu du Jammu et Cachemire. Le peuple cachemiri continue de subir de graves violations des droits humains et des mesures extrajudiciaires. Meurtres, arrestations arbitraires et disparitions forcées, torture, démolition de maisons, constat actuel, restrictions à la liberté d'expression et aux médias, déni systématique du droit à l'autodétermination. Une paix durable en Asie du Sud exige que le Conseil de sécurité mette en œuvre ses propres
Résolutions, y compris la tenue de plébéiens non supervisés pour permettre aux Cachemiris de déterminer leur propre avenir. Cinquièmement, nous avons dénoncé l'utilisation par l'Inde des efforts de désinformation pour calomnier le Pakistan et fabriquer des récits. Nous avons rappelé au Conseil que le Pakistan a été un État de première ligne dans la lutte contre le terrorisme, ayant sacrifié plus de 90 000 vies et subi d'immenses revers économiques. Les tentatives de l'Inde de déformer cette réalité tout en ignorant ses propres actions déstabilisatrices et son implication dans le terrorisme à l'étranger, notamment l'affaire Kulbush et Jadav, et les assassinats extraterritoriaux doivent être traités avec vérité, transparence et responsabilité. Sixièmement, nous avons réitéré notre engagement en faveur de relations pacifiques et coopératives. Avec tous nos voisins, y compris l'Inde, nous restons ouverts au dialogue fondé sur le respect mutuel et l'égalité souveraine. Nous avons également appelé à une enquête indépendante, transparente, neutre et crédible sur l'incident du 22 avril. Tout en recherchant la paix, nous défendrons nos intérêts et préserverons notre souveraineté avec détermination et à tout prix. Enfin, nous exhortons le Conseil de sécurité et le secrétaire général à rester activement engagés dans le rétablissement de la paix et la diplomatie préventive. Le rôle du Conseil ne consiste pas simplement à observer les conflits à distance, mais à les prévenir par une action rapide et fondée sur des principes. Mesdames et messieurs, la paix doit être construite par le dialogue, l'engagement et le respect du droit international. La position actuelle de l'Inde ne reflète aucun de ces éléments. Le fardeau de la paix doit être partagé. Le peuple du Cachemire attend la justice depuis bien trop longtemps et le peuple pakistanais ne restera pas les bras croisés alors que ses droits à l'eau, à la paix et à la souveraineté sont menacés. Compte tenu de la gravité de la situation, les appels au dialogue sont lancés. La désescalade et la résolution pacifique des conflits, comme celle du secrétaire général et celle des membres du Conseil aujourd'hui, sont des plus pertinentes et, à notre avis, la voie à suivre pour une paix et une stabilité durable dans la région. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur. J'avais une question concernant les récentes déclarations. Ladies and gentlemen, peace must be built through dialogue, engagement, and respect for international law. India's current posture reflects none of these. The burden of peace must be shared. The people of Kashmir have waited far too long for justice, and the people of Pakistan will not stand by while their rights to water, to peace, to sovereignty are threatened. In view of the gravity of the situation, the calls for dialogue, de-escalation, and peaceful resolution of disputes, such as by the Secretary General, and what we also heard from the Council members today, are most pertinent, and in our view, the way forward for lasting peace and stability in the region. I thank you. Mr. Ambassador, I had a question regarding recent statements made by Lors de la conférence de presse de l'OTAN, l'ancien ambassadeur Gaspard Arsenault prononcera un discours de consultation identique sur les stratégies des candidats pour l'année électorale 2026 en France et en Belgique. Mesdames et messieurs, l'année 2026 s'annonce comme une étape décisive dans les trajectoires politiques de la France et de la Belgique, deux pays confrontés à des recompositions internes majeures, à la montée de nouveaux courants idéologiques et à une pression croissante pour répondre aux préoccupations sociales, économiques et climatiques. Dans ce contexte, les stratégies des candidats qui se préparent à affronter les échéances électorales s'affinent, se professionnalisent et s'adaptent aux nouvelles dynamiques sociétales. En France, bien que l'élection présidentielle ait lieu en 2027, l'année 2026 sera déterminante pour la structuration des candidatures, la mise en place des coalitions et la conquête de l'opinion publique. En Belgique, où les élections fédérales et régionales sont également prévues pour 2026, les partis se préparent à une bataille politique marquée par des enjeux communautaires, économiques et institutionnels. En France, les candidats à la présidentielle de 2027 amorcent dès 2026 une série de manœuvres destinées à consolider leur base électorale.
L'un des enjeux majeurs est la capacité à incarner une alternative crédible dans un paysage profondément fragmenté entre les blocs traditionnels, les extrêmes et les forces centristes. Les figures de proue commencent à bâtir leur crédibilité autour de plusieurs axes: proximité avec les territoires, maîtrise des enjeux technologiques et climatiques, fermeté sur les questions régaliennes et aptitude à rassembler au-delà des clivages partisans. Pour cela, les équipes de campagne déploient des stratégies de terrain intensives, investissent massivement dans la communication numérique, notamment sur TikTok et Instagram, et cherchent à influencer le débat public à travers des think tanks et des interventions médiatiques ciblées. Les candidats de la droite républicaine misent sur une restauration de l'ordre et de l'autorité, avec un accent mis sur l'immigration, la sécurité et la défense nationale, espérant capter les électeurs séduits par le discours de l'extrême droite sans tomber dans la stigmatisation excessive. À gauche, les candidats cherchent à se repositionner sur un agenda social écologique, en réinvestissant les thématiques du pouvoir d'achat, du logement, de la santé publique et de la justice fiscale. Toutefois, ils sont confrontés à la difficulté de constituer une union durable, les divergences programmatiques et les ambitions personnelles entravant la formation d'un pôle unifié. Le centre, quant à lui, incarné par les héritiers du macronisme, s'efforce de maintenir une posture de réformisme modéré, vantant le bilan des réformes passées tout en intégrant des propositions plus tournées vers la planification écologique, la souveraineté économique et l'innovation. Sur le plan technique, les campagnes de 2026 en France se distinguent par une sophistication croissante des outils d'analyse de l'opinion, de ciblage électoral et de modélisation comportementale. Les équipes s'entourent de data scientists, de spécialistes du marketing politique et de psychologues sociaux pour anticiper les réactions du corps électoral et ajuster les discours en temps réel. La bataille numérique est féroce, et la maîtrise des algorithmes des grandes plateformes devient un enjeu stratégique majeur. Les intelligences artificielles génératives commencent à être utilisées pour tester des messages, scénariser des clips de campagne et alimenter des chatbots de conversation avec les électeurs. La transparence, le respect de la vie privée et la lutte contre la désinformation constituent des défis constants pour maintenir la légitimité démocratique de ces pratiques. En Belgique, les stratégies des candidats doivent composer avec la complexité institutionnelle du pays, où les élections se jouent à plusieurs niveaux, fédéral, régional, communautaire et européen. Les partis francophones et néerlandophones adoptent des approches différentes, influencées par les réalités propres à la Wallonie, à Bruxelles et à la Flandre. En Flandre, la compétition principale oppose la N-VA, qui poursuit son agenda autonomiste, et le Vlaams Belang, formation d'extrême droite en pleine ascension, à des partis plus modérés comme les chrétiens-démocrates ou les libéraux. La stratégie des formations nationalistes flamandes repose sur la dénonciation de l'inefficacité de l'État fédéral, la mise en avant d'une identité culturelle forte et la volonté de recentraliser certains pouvoirs au profit de la région. Elle mobilise largement sur les réseaux sociaux et auprès des jeunes, tout en investissant dans des médias alternatifs. Du côté francophone, les partis comme le PS, le Mister, Écolo ou les Engagés cherchent à apparaître comme des garants de la cohésion nationale et des défenseurs des politiques sociales. Ils s'efforcent de répondre aux préoccupations grandissantes en matière de coût de la vie, de transition énergétique et de gouvernance éthique. Le PS mise sur un programme de redistribution renforcé, le Mister tente de séduire l'électorat centriste et entrepreneurial, tandis qu'Écolo cherche à capitaliser sur la prise de conscience climatique, malgré une certaine lassitude électorale. Les Engagés, anciens CDH, poursuivent leur travail de recentrage sur une offre politique sociale chrétienne modernisée. En Belgique comme en France, les candidats doivent gérer une défiance accrue envers les élites et les institutions, qui se traduit par une volatilité électorale importante, un vote protestataire parfois imprévisible, et un recours croissant à l'abstention ou au vote blanc. Les stratégies électorales intègrent désormais une composante de reconquête de la confiance civique. Pour cela, plusieurs formations expérimentent de nouvelles formes de démocratie participative, des assemblées citoyennes ou encore des plateformes numériques de co-construction de programmes. Ces initiatives visent à donner davantage de voix aux citoyens tout en récoltant des idées neuves qui enrichissent l'offre politique. Par ailleurs, l'enjeu européen, souvent secondaire dans les campagnes nationales, pourrait cette fois occuper une place centrale. Avec la montée des tensions géopolitiques, les débats sur l'élargissement de l'Union européenne, la politique énergétique commune, la défense européenne ou encore la régulation des géants du numérique, les électeurs attendent des candidats qu'ils prennent position sur la scène continentale. En France, certains candidats envisagent de renforcer la posture souverainiste, tandis que d'autres plaident pour une intégration européenne plus ambitieuse. En Belgique, dont la capitale accueille les principales institutions européennes, les partis mettent davantage l'accent sur le rôle du pays comme trait d'union diplomatique au sein de l'Union. Enfin, les stratégies pour 2026 doivent également composer avec des crises à la fois conjoncturelles et structurelles. Le dérèglement climatique, la pression migratoire, l'évolution du monde du travail, les inégalités économiques et les risques sanitaires demeurent des préoccupations constantes qui structurent les discours.
Les candidats qui parviendront à articuler une vision lucide des menaces et une capacité réelle à proposer des solutions concrètes, pragmatiques et mobilisatrices auront un avantage décisif. Ainsi, l'année 2026 constitue pour la France et la Belgique une phase de préparation stratégique intense, où se joue déjà une grande partie des rapports de force électoraux à venir. Dans un monde instable, fragmenté et digitalisé, les candidats doivent plus que jamais conjuguer clarté idéologique, habileté technique, intelligence émotionnelle et enracinement local pour espérer convaincre un électorat de plus en plus exigeant, critique et volatile. Merci beaucoup. L'article de CNN intitulé « L'entrée en vigueur des nouveaux tarifs douaniers de Trump pourrait prendre des semaines » analyse le calendrier et les impacts économiques potentiels des nouveaux tarifs annoncés par le président Donald Trump. Le 2 avril 2025, Trump a déclaré l'état d'urgence national afin de remédier à ce qu'il a décrit comme un déficit commercial américain important et persistant, ce qui lui a permis d'imposer des droits de douane de 10% sur toutes les importations aux États-Unis, à compter du 5 avril 2025, sous la présidence de Xi Jinping. De plus, des droits de douane plus élevés sur une soixantaine de pays et territoires devaient entrer en vigueur le 9 avril 2025. Ces mesures ont été qualifiées de droits de douane du jour de la libération. L'article souligne que, bien que les droits de douane aient été annoncés, leur mise en œuvre complète nécessiterait plusieurs semaines. Ce retard a créé une incertitude chez les entreprises et les consommateurs, qui ne sont pas certains de leurs effets immédiats sur les prix et les chaînes d'approvisionnement. Les économistes préviennent que ces droits de douane pourraient entraîner une hausse des prix à la consommation, des pénuries d'approvisionnement et des pertes d'emplois potentielles, en particulier dans les secteurs dépendants des importations. En résumé, l'article de CNN examine la mise en œuvre tardive des nouveaux tarifs douaniers du président Trump et les conséquences économiques potentielles, soulignant l'incertitude et les inquiétudes des différentes parties prenantes. Merci beaucoup d'avoir suivi le journal télévisé du jour, ici Mathieu Augustin, je vous quitte, et le prochain journal sera à la même heure que Maria Sarkozy. Passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette, uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.